Bonsoir. Notre invité de ce soir fait certainement partie de ce que d'aucuns désignent par la formule des gens bien de là-bas. Et pour cause, il peut se targuer d'être issu d'une bonne famille, ce qui lui a permis à ses frères et sœurs et à lui de fréquenter de bonnes et belles écoles. Il a également embrassé un métier élitiste, l'avocature s'entend, et il peut avoir la prétention de vivre depuis une bonne quarantaine d'années une carrière de rêve. D'ailleurs, jadis, ses pères l'avaient élevé à la distinction honorifique de bâtonnier. Est-ce alors une déformation professionnelle ou plutôt une vocation? Lui seul peut avoir la réponse. Mais l'on découvre qu'il a fait la défense un cheval de bataille et il sait se saisir des dossiers d'envergure, à l'exemple de celui de Glencore, ce scandale révélant la spoliation de notre or noir qui révélerait probablement la complicité de certains barons du régime. Mais tout cela semble insuffisant pour lui. L'homme rêve en effet de diriger le Cameroun dans 11 mois très exactement, surtout depuis qu'il a reçu la garantie de l'investiture du parti Univers du professeur Prosper Kounvono. Notre client médiatique ce soir n'est autre que Maître Akeremouna, bâtonnier, ancien bâtonnier si vous voulez, et candidat à l'élection présidentielle. Good evening or good night. Good evening and thank you very much. How are you doing? I'm okay and thank you for inviting me. And I should say this firstly, je pense que avant toute chose, il faudrait que j'ai une pensée pour ce qui s'est passé à Chang, pour ceux qui ont perdu leur vie. Vous savez que maintenant aussi à Azerbaïdjan, on parle du climat. Yeah. Nous savons ce que nos frères dans l'extrême nord ont subi avec cela, et je venais d'adresser une lettre au ravisseur, n'est-ce pas, du sous-préfet d'Abato, n'est-ce pas. C'est quand même des moments assez tristes dans l'histoire, surtout dans le cas du sous-préfet où on se rend compte que c'est des ravisseurs étrangers qui viennent chez nous et prendre un administrateur de cette envergure. So it's sad, but I'm glad to be here. All right. You are welcome in Buenos One. Thank you. My English is so fluently that you will permit me to continue to express myself in English. Ok. Alors, monsieur le bâtonnier, vous devinez parfaitement les sujets que nous allons évoquer dans cette émission qui se veut en trois parties. D'abord, les pieds dans le plat. Les pieds dans le plat, c'est cette rubrique qui nous permettra d'aborder l'activité autour de vous, notamment votre candidature déclarée à l'élection présidentielle. Nous parlerons des piliers qui fondent votre ambition, votre projet d'être président de la République du Cameroun. On reviendra également sur la problématique de cette crise anglophone et du problème anglophone au Cameroun. Et bien évidemment, cela a fait les choux gras de la presse il n'y a pas longtemps. On parle donc de l'Alliance pour une transition pacifique au Cameroun. Ensuite, nous allons aborder les sujets d'actu dans la rubrique Parlons Actu. Bien évidemment, dans cette partie, on reviendra sur l'affaire Glencore, et pour m'aider à vous cuisiner, passez-moi l'expression, mais à vous questionner, ce sera le doyen Xavier Messé qui est déjà confortablement installé dans ce studio. On parlera naturellement de la problématique autour de la succession au sommet de l'État, et bien évidemment, nous parlerons de l'élection présidentielle aux États-Unis. Nous essaierons de comprendre les incidences sur le Cameroun, et à la fin, les yeux dans les yeux, c'est une rubrique qui me permettra de requérir votre avis sur un certain nombre de visages, de personnalités que nous avons choisis. Mais permettez-moi d'évacuer déjà cette question. Maître Akeremouna, que répondez-vous à ces Camerounais et vos frères et sœurs du nord-ouest et du sud-ouest qui disent Maître Akeremouna joue le beau rôle,
il est né avec une cuillère en or en main. Il est simplement dans le continuum de ce que lui a légué à lui-même et à ses frères le papa qui était lui également un homme bien de là-bas. Qu'est-ce que vous leur répondez? Écoute, la réponse est facile. Ceux qui le disent ne me connaissent pas, qui n'ont jamais regardé ce que j'ai fait. Donc, tout ce que j'ai fait dans ma vie, je me suis battu pour. Mais vous avez bénéficié également des privilèges du statut de papa. Je vous laisse dire, au contraire, le poste et les fonctions de mon père, des fois, m'ont même causé préjudice. Je pense qu'il faudrait qu'on cadre bien les choses. Je n'ai jamais été boursier. Aux États-Unis, j'ai travaillé pour payer mes études. Sauf à Londres, où mes frères ont payé mes études. Donc, je ne me sens pas privilégié. J'ai toujours dit, quand mon père était Premier ministre, quand je demandais qu'une voiture me dépose au lycée, du bilingue qui était à 4 km, mon père me dit que c'est des voitures du Premier ministre. Si tu veux monter dedans, ben, pour devenir Premier ministre. Donc, j'étais élevé pas dans le sens d'un privilégié. Vous estimez que les hommes de Paul Biya constituent un nouveau régime ou que c'est la continuité du régime enraciné depuis la période d'Amadou Ahidjo? Mais un pays est toujours dans la continuité. D'accord. Mais, est-ce que ces hommes le sont? Non. Nous sommes dans un État qui est pris en otage par moins de 100 personnes. Si c'est le même régime, votre père a donc fait partie de ce régime et vous ne pouvez pas nier avoir Je ne sais pas ce que vous appelez Ahidjo a fait partie de ce régime, je pense bien. Cela va sans dire. Mais justement alors, est-ce que Biya se réclame d'Ahidjo? Même s'il ne se réclame pas, c'est connu. Je sais que quelqu'un comme le SGPR ne se réclame pas d'Ahidjo. Okay. Parce qu'ils n'ont rien de commun. Et je serais surpris que ceux qui gèrent ce pays aujourd'hui se réclament d'Ahidjo, parce que ceux qui gèrent ce pays aujourd'hui n'ont rien à voir. Vous reniez votre papa et les privilèges que vos frères et sœurs avaient bénéficiés grâce à son statut. Cette fixation du fait que là où on est détermine qui on est, ça ne me concerne pas du tout. Ceux qui veulent se fixer là-dessus, qui ne savent pas que dans ma vie, ce que j'ai fait, les études que j'ai menées, les institutions mondiales et continentales dans lesquelles j'ai travaillé, Banque mondiale, FMI, Union africaine, j'ai travaillé là-bas, élu, pas désigné, pas par l'État, par mes efforts. J'ai conseillé les paysans en Afrique parce qu'ils m'ont sollicité. Dans ce pays, j'ai posé des actes qui montrent de quoi je suis capable. Ceux qui veulent être bloqués en 52 quand je suis né, c'est leur problème, je ne gère pas cela. Mais, et ceux qui veulent être bloqués avec Solomon Tandenguna qui est décédé en 2002, on est en 2024 dans un pays plein de voleurs. Et vous, c'est trop fort. Ah, bien sûr. Et vous, c'est au magistrat d'identifier ou de proclamer que les gens sont voleurs. C'est pas à l'avocat. Je vous dis que nous avons dans ce pays de voleurs et je l'assume. Vous pouvez citer 5 ou 10 d'entre eux. Mais écoute, vous avez parlé, vous, de Glencore, non? Oui. Alors, Glencore dit que les Camerounais ont pris de l'argent, des pièces ont été posées sur la table qui montrent qu'ils ont vendu notre pétrole à 70% de décompte. Vous appelez ça quoi, vous? Xavier Messé va vous interroger là-dessus, mais cela va faire quelques mois qu'on vous demande de citer quelques noms pour que les gens soient au même niveau d'information que vous. Mais vous pensez que je suis moi procureur de la République? Il y a des gens qui ont ce rôle. J'ai porté plainte devant eux. J'ai déboursé des pièces. Le DG de la SNH, il dit qu'il attend que l'on décide. Dans ses tiroirs, il connaît le 20 juin 2020. Qu'est-ce qu'on a vendu à Vitol? Alors, on ne va pas couper l'herbe sous le pied de Xavier Messé. C'est la partie dont il va s'occuper. Parlons de votre candidature, Maître Akeremouna. En 2018, vous étiez déjà à la course et Dieu seul sait que ça s'est très mal passé, 0,00. Eh bien, ça dépend de ce que vous faites. Il y en a qui le disent. Mais les gens oublient que je me suis désisté en faveur de quelqu'un. C'est ça? Bon. Et je me disais, plutôt que Gassaï, l'autre candidat qui avait rejoint le RDPC. Mais
ça aimait, c'était bien pour les gens de dire, ah, Kérim, on a eu 0,0. Mais dans beaucoup d'endroits, mes électeurs ont voté pour la personne que j'ai désignée. Mais est-ce que ce désistement, vous voulez bien dire que c'était avant, ben c'était pratiquement à la dernière minute. Est-ce que cela ne risque pas de perturber les électeurs en 2025? Il se dirait, en 2018, il nous a déjà fait le coup, mais au dernier moment, il s'est désisté. Par conséquent, c'est pas quelqu'un Ça, c'est une bonne question. Qui a des Parce que chaque personne qui veut me voir, la première question qu'il me pose, est-ce que tu vas encore nous délaisser? Cette fois-ci, j'y suis, parce que je crois en ce que je veux faire. En 2018, vous n'y croyez pas? Non, en 2018, je croyais que quelqu'un aussi pouvait le faire. D'accord. Bon, mais je pense que, n'est-ce pas, au risque de faire un tort à ma modestie, mon parcours en matière de gouvernance est un parcours qui est hors du commun. Et je suis convaincu que je peux faire un apport. Depuis 25 ans, parce que il y a beaucoup de gens qui disent quoi, Kérim Mouna, il apparaît seulement. Mais écoutez, depuis 25 ans, cher ami, je travaille pour la gouvernance et contre la corruption. Depuis 25 ans. Quand j'ai créé Transparency International au Cameroun, je cherchais quel poste? J'étais convaincu que ce pays va être complètement noyé par la corruption. Nous y sommes. Maître Kérim Mouna, puisque vous avez soutenu un candidat en 2018, j'imagine que vous lorgnez déjà, vous également, des soutiens en 2025. Quels sont ceux des leaders qui vous promettent au moins de vous accompagner? Mais déjà, c'est le professeur Kouvono qui est venu me voir, qui m'a demandé si je pouvais être le candidat de son parti. Il y a une vingtaine maintenant entre les leaders des partis et de la société civile qui me soutiennent. Des petits poussets, j'imagine. Pardon? Des petits poussets. Je ne sais pas ce que vous appelez petits poussets, c'est des Camerounais. On peut être grands leaders, mais on n'a qu'une seule voix. Hein. Donc, je pense qu'il faut être clair. On a toujours cette tendance. Ceux qui votent, c'est les Camerounais. Ils feront leur choix. Sur la vingtaine de ceux qui vous promettent leur soutien, pouvez-nous citer deux ou trois qui me soutiennent. Qui vous soutiennent. Vous pouvez citer deux ou trois. Oui, mais écoute, l'UPC me soutient. PAP, le parti fondé par M. Ayapo, me soutient. Il y a des grandes portes là. Laquelle tendance de l'UPC, puisqu'il y en a plusieurs? C'est parce qu'il y a une tendance qui a été reconnue par la Cour suprême. Celui qui a donc M. Baleguel comme secrétaire général et bien sûr la présidente du comité exécutif, je pense, Madame Abiba. Donc vraiment, ceux qui veulent toujours créer cette confusion-là, ils savent pourquoi ils le font. Alors, 2018, vous vous présentez sous une bannière. En 2025, vous venez avec une autre bannière. Il va falloir bosser dur hein, pour dire aux gens, ne me cherchez plus là-bas, je suis ici maintenant. Ça encore, c'est une question qui ne m'inquiète pas. C'est à Kérim Mouna qui se présente en 2018, c'est à Kérim Mouna qui se présente aujourd'hui. On vote pour une personne. Très bien. C'est ça le ticket. Combien vous avez déboursé pour obtenir la candidature, l'investiture? 25, 50, 100 millions ou un peu plus? Vous dites que j'ai obtenu, je viens de vous dire clairement que c'est M. Kouvono, le professeur Kouvono, qui est venu me chercher. Moyennant quoi? Combien? Ah, ce qu'il m'a donné. Non, ce que vous lui avez donné. Mais il me dit, il est demandeur. Okay. Comment est-ce que moi je peux, n'est-ce pas, lui donner? Il est demandeur. Je suppose qu'il estime, sur des principes, sur des bases très objectives, il estime que, n'est-ce pas, je suis la personne qui devrait faire ce qu'il m'a demandé. Et je suis très honoré de le faire. Mais en tout cas, pour faire court, je n'ai déboursé même pas un radis. Mais Simon Achidi Achou, que vous connaissez mieux que moi, avait dit, politique Nandjangui, donc j'imagine que s'il vous sollicite, il attend quand même quelque chose en retour. Écoute, ça a été quoi le retour d'ascenseur? Écoute, le problème de la politique au Cameroun, c'est devenu transactionnel. Et c'est triste. Ce qui fait que c'est difficile de voir les gens qui sont sur la base des principes. Je suis de longue date, presque 30 ans, un apport de la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption. C'est ça que tue notre pays. Il y en a qui apprécient. Vous avez parlé de Glencore. Tous les voyages que je fais pour Glencore, tout ce que je fais, c'est financé par des Camerounais qui m'appellent discrètement et disent que qu'est-ce que vous allez encore faire ça? Eh bien, écoute, voilà le billet, j'ai déjà réservé l'hôtel. Il y a des gens qui, dans ce pays, aiment ce pays. Quelle est la plus-value du bâtonnier à Kérim Mouna de 2025 en comparaison à celui de 2018?
qu'est-ce qu'il apporte de nouveau? Qu'est-ce qu'il propose de plus alléchant? Je pense qu'à cause de mon combat de lutte contre la corruption, en 2018, les gens vous connaissez plus comme société civile. C'est ça. Je pense que 2018 a permis à ce que je puisse faire cette mutation entre quelqu'un qui est en plein dans la politique et qui le fait. Donc, ça, c'est la première chose. La seconde chose, je pense que les gens ont appris à me connaître mieux et différemment. Et je me rends compte. Et ça, c'est au vu de la perception. Au vu de ce que j'apporte, je suis maintenant, cette fois-ci, très déterminé. Parce que les gens disent, mais il avait disparu. J'ai passé 4 ans dans les enquêtes sur Glencore et les affaires pétrolières. Tiens, aujourd'hui d'ailleurs, on en parlera avec Xavier tout à l'heure, aujourd'hui d'ailleurs, j'ai vu le rapport de EITI sur notre transparence. On a zéro partout. État depuis 2021 de publication des contrats pétroliers, zéro. Progrès, zéro. Tous les problèmes de transparence, c'est sur le net. On a zéro partout. Et quand je regarde ça, mais c'est pas possible. Les gens marchent pour le vivre ensemble. Mais personne ne marche parce qu'on vole ce pays et ce sont les pauvres qui traquent. Les gens font des films pour solliciter le président qu'il continue. Maître Akeremouna, il y a eu des pourparlers entre les membres et les leaders de l'Alliance pour une transition pacifique et vous. Ils pensaient que vous alliez vous accorder et je vais utiliser un mot qu'on utilise en argot. Vous leur avez fait zolo et vous êtes parti. Non, je pense que plutôt tenté de me faire zolo, mais ils n'ont pas réussi. Parce que ils ont préparé un document qu'on devait signer. Je regardais, je dis, ben, nous sommes en train de chercher à ouvrir, à nous allier tout le monde de la... On ne peut pas faire une espèce de club où on veut ficeler les gens. J'ai dit non, je ne signe pas le document parce que je suis transparent. C'était des philos alors? Je ne dis pas ça, je ne juge personne. Il dit comment acquérir ce document, je n'ai pas signé parce que je suis transparent. Mais bizarrement, parce que je ne l'ai pas signé, il y en a qui m'en ont voulu, soit. Mais je pense que dans la coalition avec qui je suis, avec laquelle je suis aujourd'hui, je suis à l'aise et on a décidé de faire le tour, de voir tout le monde. Il faut une ouverture. Il faut que ce que nous demandons aux Camerounais, d'être ensemble pour aller vers un changement, que nous aussi, les apôtres de ce changement-là, nous puissions nous mettre ensemble. Donc, vous voulez dire que l'ATP, c'est de la poudre de paille pimpin? Je ne sais pas, je ne juge pas. Vous voulez que je ne suis pas quelqu'un qui juge les autres. Mais beaucoup de gens qui étaient ou qui sont dans l'ATP, je travaille avec aujourd'hui. Il y en a 2 ou 3 encore qui ont rejoint cette... Qui sont partis de l'ATP pour vous rejoindre? Oui, je ne sais pas s'ils sont partis, mais les gens pensent que parce qu'on est dans l'ATP, on ne peut être nulle part. Ce n'est pas... Et que pensez-vous de l'APC? Notre alliance, oui, qui regroupe notamment le député Ninche et le professeur président national du MRC. Je vous donne la même réponse. Okay. Je ne juge pas les autres. Ce n'est pas mon travail. Je sais ce que j'ai à faire. J'ai une détermination. Je travaille avec des gens qui aiment ce pays, qui savent ce que nous devons faire. Donc, je ne juge pas les autres. Mais j'ai la profonde conviction que le moment venu, on va regarder tous dans le même chemin. L'enjeu, pardon, c'est pas moi, c'est pas vous, c'est ce pays. Est-ce que vous percevez l'écho de ceux dont vous allez solliciter les suffrages, le peuple, les électeurs, qui semblent dire « Nous voulons qu'il y ait une candidature unique de l'opposition ». Vous dites « C'est leur vœu, moi j'ai mes ambitions ». Je peux pas dire ça, puisque c'est vers eux que je vais, et je viens de vous le dire. Ils crient parce qu'ils demandent que nous soyons ensemble. Et je pense que tous les leaders avec qui je cause ont le même souci. Donc aucune porte n'est fermée. Et je vous ai dit dès janvier, j'entreprends avec les autres leaders avec qui je suis, parler à tous les autres, pour que nous trouvions, n'est-ce pas,
un chemin pour marcher devant ensemble et rassurer le peuple que le changement vient. Très bien. Maître Keremouna, vous avez clairement défini les motivations pour lesquelles vous voulez être candidat à l'élection présidentielle et gouverner ce pays. Nous avons bien voulu partager ces piliers avec nos téléspectateurs. Pourquoi je suis candidat à l'élection présidentielle? Je vous propose cet élément et on se retrouve juste derrière. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, le 28 septembre 2024, le parti politique Univers, par la voix de son leader, le professeur Prosper Nkoumoundo, m'a proposé d'être leur candidat pour la prochaine élection présidentielle. C'était au cours d'une conférence de presse organisée par le Parti d'action populaire, qu'entouraient d'autres formations politiques, encadrées par le plus ancien parti de notre pays, l'Union de population du Cameroun, ainsi que plusieurs organisations de la société civile. La prochaine élection présidentielle au Cameroun ne sera pas comme les précédentes. Le scrutin se déroulera dans un contexte marqué par la persistance de l'impasse quant aux réponses apportées à la crise sociopolitique dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. D'autres menaces à la stabilité pèsent sur notre avenir commun. Les luttes pour garder le pouvoir aggravent les antagonismes ethniques et sociaux. Nul ne sait quand ni comment s'arrêteront les pratiques d'exclusion et de marginalisation qui continuent à mettre en danger la cohésion sociale. Aujourd'hui, l'économie est au plus mal. La corruption s'aggrave. Les institutions se délitent. Tous les signes de l'usure du pouvoir sont là sur nos yeux. Absence de sang neuf, cynisme devant les revendications des populations, immobilisme face aux défis et enjeux de l'avenir et l'incapacité du système de gouvernance actuel à se réinventer. J'ai été touché et honoré par l'appel des leaders politiques et de la société civile regroupés au sein d'une coalition. Apporter avec eux des réponses qui s'imposent face à ces défis. Une autre nouvelle s'ouvre pour notre pays. Chaque commencement est un moment d'angoisse. C'est aussi l'occasion de prendre un nouvel élan. Le temps de l'engagement est ainsi venu. C'est ainsi que, sans l'ombre d'une hésitation, j'ai accepté de me présenter à la candidature pour la prochaine élection présidentielle, sous la bannière du parti Univers. Keremouna, je retiens l'élection présidentielle de 2025 ne va ressembler en rien au précédent. Que va-t-il se passer? Les Camerounais vont prendre les machettes? Pas du tout. Les Camerounais comprennent que pendant des dizaines d'années, ils ont été complètement trompés. Parce que c'est très facile. Hein? Je pose la question à tout le monde. Dites-moi, un seul acte posé par notre gouvernement qui est directement dans l'intérêt du peuple. Un seul. Ils brandissent, les barons du régime brandissent la paix, ils brandissent la démocratie, ils brandissent les libertés. Quoi, la démocratie, vous dites? Et ils brandissent les infrastructures, la Lesquelles? construction des barrages et un certain nombre de choses, l'autoroute et j'en oublie certainement. Je ne sais pas, je ne sais pas si vous avez compris ma question. Parfaitement. J'ai dit clairement, je voudrais que vous me dites un acte qui est fait directement à l'intention d'élever le peuple, de les aider. Il n'y en a aucun. Je voudrais vous rappeler quand même que vous êtes l'interviewé
et que je suis l'intervieweur. C'est moi qui pose les questions, M. le bâtonnier. Alors, dans l'élément qu'on vient d'écouter, vous peignez pratiquement un pays en agonie. L'apocalypse. Vous allez diriger un pays qui est complètement dévasté? Quand je rentre des réunions annuelles de la Banque mondiale, je ne savais pas où me cacher. Dans tous les coins du couloir, on me demande qu'est-ce qui se passe avec votre pays. Ce n'est pas mon constat. Je viens de vous lire le rapport de IITI. Ce n'est pas mon constat. Le GAFI dit que ici, le blanchiment d'argent, ben écoute, on favorise le terrorisme. Ce n'est pas mon constat. À Transparency, on a des notes qui sont inférieures à 3 sur 10, à 33 sur 30 sur 100. Ce n'est pas mon constat. Tous les clignotants montrent que nous avons un pays en quasi-arrêt. Rien ne se passe. Maître Keremouna, pour diriger ce pays, il vous faudra des investisseurs nationaux, étrangers, aller vers les bailleurs de fonds. Mais quand vous peignez un tableau comme celui-là, et vous savez naturellement que votre discours n'est pas entendu ici seulement, mais à l'extérieur, est-ce que vous n'avez pas peur qu'une fois élu, que vous n'ayez pas accès à la bourse parce que vous auriez dit aux gens, ici c'est nul? Je vous rassure, quand je serai président de la République, le lendemain, vous aurez les investisseurs qui vont frapper à notre porte. Parce que je sais ce qu'il faut faire, je sais où il faut aller, je sais comment ça se passe. Et ceux qui viendront ici sauront que ce qu'ils vont investir ira dans la direction d'aider notre pays. Nous n'en sommes pas encore là. Il faudra d'abord passer par l'élection. Maître Keremouna, pour que le chairman du SDF, de heureuse mémoire, Ni John Frundi, ait été, selon certaines sources, le vainqueur de l'élection présidentielle en 92, il a fallu qu'il ait des acquis, l'électorat des deux régions anglophones, et il est allé ratisser l'âge dans la partie francophone. Est-ce que c'est un modèle qui vous inspire? Si oui, comment vous prendrez-vous pour réussir ce challenge? C'est en 92 à 90, parce que j'ai fait partie de ce... C'est moi qui étais chargé d'additionner les résultats, c'est moi qui ai vu les fraudes, c'est moi qui est contesté à la Cour suprême, donc je sais parfaitement de quoi il s'agit. Est-ce que Frundi a gagné? Oui, de façon univoque. On peut vous arrêter demain, hein? Pourquoi? Parce qu'on va vous demander les preuves. Ah ben il y a eu la proclamation des résultats. Celui qui a été déclaré élu, c'est le président de la République. Je n'ai pas dit que Frundi est président. D'accord. Le président est élu. J'ai dit que Frundi a gagné selon les choses que j'avais faites. Et je peux dire pourquoi. Je peux dire ce qui s'est passé à l'Est. Mais on n'en est pas là. Hein. Ça, c'est des histoires de presque 20-30 ans. Vous me posez une question qui est claire. En 92, quand on parlait de changement, on parle de changement d'homme. En 2025, quand on parle de changement, on parle de changement de système. D'accord. Parce que vous allez balayer tous ceux qui sont là. Le premier. Il est l'un des visages les... On parle de système. Ok. Le système est composé d'hommes, monsieur le bâtonnier. Même si vous voulez parler de ça, je dois vous dire que dans mes voyages et tout ce que je fais à l'intérieur du pays, c'est incroyable ce qu'on trouve comme qualité de Camerounais qui travaillent pour l'État. Même dans le secteur privé. Des gens compétents, incroyablement compétents, mais frustrés comme vous et moi. Donc, sur ces gens-là, il faudrait les rassurer que c'est avec eux qu'on va bosser. Parce qu'ils connaissent le passé. Et ils savent mieux préparer l'avenir. Donc, cette tendance à dire qu'on va balayer, non. On n'est pas dans les États-Unis. Mais des apparatchiks du régime actuellement, citez 3 ou 5 avec lesquels vous allez travailler, parmi les ministres et les directeurs généraux. Ouais, mais écoute, ils ont un parti politique. D'accord. Bon, je pense que quand on va parler, et vous parlez comme ça parce que l'État, le parti au pouvoir a bien fait de confondre et le parti, et l'État, et la fonction publique. Alors quand vous parlez comme ça, vous ne savez pas de qui vous parlez, ça c'est autre chose, n'est-ce pas? Mais je suis clair, j'ai dit ceci. Ce pays appartient à nous tous. Et il faudrait que ceux qui connaissent ce qu'il faut faire viennent pour que nous puissions
redémarrer le pays. C'est dans ce sens que je parle de la transition. Je n'entends pas être un président au-delà d'un mandat. Ah bon? Ah ben, pas du tout. Un mandat, c'est très peu dans un pays qui est en construction. Un mandat, comme vous c'est l'avez très dit. peu pour ceux qui pensent qu'il n'y a que eux. Moi, j'ai dit que les connaissances que j'ai me permettent de mettre en place un système équitable. Mais tous les candidats disent toujours, je viens juste pour balayer Mais le tous terrain. les candidats, cher ami, ne sont pas Keremouna. D'accord. Je vous demande d'aller regarder mon surnom de parole. Je dis ce que je pense que je peux faire. Donc, je ne suis pas dans un jeu de russe. J'ai maintenant 72 ans. Vous pensez que moi, à 80 ans, je sais pas quelle, je pense que ma vie sera à la présidence. Pas du tout. Mais je pense que les connaissances que j'ai me permettent de faire une contribution pour que notre pays puisse redémarrer. Quand on a écouté l'élément de tout à l'heure, on a semblé percevoir ce qui a constitué les maîtres mots du renouveau, rigueur et moralisation. C'est pratiquement ce que vous proposez. Les Camerounais semblent fatigués par les discours. Ils veulent désormais... Moi, je ne propose pas, je le fais. Je suis le tout premier bâtonnier qui a radié 8 avocats dès mon entrée. C'est pas un succès, hein? C'est pas. C'est pour vous dire que quand je parle de rigueur, je le fais. Quand je commençais à parler de Glencore, qu'est-ce qu'on ne m'a pas dit? Quand j'ai commencé Transparency International, qu'est-ce qu'on m'a pas dit? L'entrée du Cameroun à l'IITI, c'est moi qui l'ai fait. Donc, regardez dans les actes. J'ai été appelé au niveau de l'Union africaine pour faire partie de l'union de personnes chargées d'évaluer les pays d'Afrique. Je l'ai fait. Je suis même devenu président de ce panel-là. Et on rendait compte tellement au chef d'État à huis clos. Donc, je sais de quoi je parle. Mais quand je parle de Kakeremouna, rigueur. n'est-ce pas vous qui êtes venu ici avec des étrangers pour décerner au président Paul Biya une distinction honorifique pour sa sagesse, son magistère et tout ce qui va avec? Et c'est Je pense que vous avez écouté, je ne sais pas où vous avez écouté ce que vous avez écouté. Le président Paul Biya, le secrétaire général Kofi Annan et le président Obasanjo avaient manœuvré. Pourquoi? Pour une solution pacifique Bakassi. 40 bâtonniers d'Afrique ont décidé de décerner aux trois le prix de la résolution pacifique des conflits. Et je pense, jusqu'aujourd'hui, que c'est une démarche très, très justifiée. Le chef de file s'appelait Bâtonnier Kakeremouna, celui qui a été le facilitateur de l'arrivée de ses pairs. Non. Écoutez, je pense que il ne faut pas dénaturer ce que je dis. C'est votre travail, c'est très astucieux. Et je vous dis qu'un prix a été donné à 3 personnes. Et eux tous ont reçu. J'étais au Nigeria avec les mêmes bâtonniers. On a donné à Obasanjo, on a donné à Kofi Annan. Le dernier même à recevoir, c'était le président Paul Biya. Vous auriez pu dire à vos pères, écoutez, c'est mon adversaire, je veux le remplacer. Je ne voudrais pas qu'on me voit poser avec lui, désigner quelqu'un d'autre. Vous auriez pu le faire. Ah bon, c'est pas moi ça. Je le ferai demain, je le ferai aujourd'hui. C'est pas moi ça. Je pense pas que les préjudices et les ambitions personnelles doivent éclipser la compétence et la valeur des autres. C'est pas cela. Mais le rôle que vous avez joué à cette occasion peut s'aimer le doute et le trouble dans l'esprit des autres. Pour ceux qui ne veulent pas regarder la vérité en face, j'étais président de l'Union panafricaine des avocats. 40 avocats au conseil décident de faire quelque chose. Je lui dis bon, faites parce que je fais pas ça moi. Je pense que c'est un prix qui était justifié. D'ailleurs, pour vous dire, ils étaient en compétition pour le prix Nobel. Leur candidature la promotion de ça a été faite par le président Kufuor du Ghana. Donc c'était pas une histoire locale. Et même celui qui démarre ça, c'est le ministre de la Justice du Nigeria. Il est bon à Kéré, bon ça s'est passé comme ça s'est passé. Je pense qu'il faut donner un prix au président Obasanjo parce que j'ai dit écoutez mon ami, au président Obasanjo a perdu le procès. La personne qui mérite ce prix, celui qui a perdu le procès et qui a accepté de négocier par la suite. Et on a donc conclu au conseil qu'il fallait numéro 3. C'est ce qu'on a fait. J'ai demandé au président Thabo Mbeki s'il pouvait venir. Il dit, bon, il viendra. Mais depuis, j'ai demandé à madame Huguette Labelle, qui était le président du région général, le président du conseil de TI, il est venu. Et les 40 bâtonniers sont venus. Ça n'a coûté pas un rond à l'État. Très bien. Vous me posez la question de savoir tout à l'heure quel est le seul acte
que nos dirigeants ont Vous posées m'avez ramené à l'ordre, je ne pose pas de questions. Mais si cette question vous inspire quelque chose, mais voilà. vous me demandiez quel acte salutaire nos dirigeants ont posé à l'adresse des populations. Vous avez la réponse. Vous dites qu'il a managé cette affaire avec sagesse, avec intelligence et avec succès. Et ça, c'est à mettre à l'actif du président Biya, sans aucun doute. La résolution pacifique de Bakassi est à mettre à l'actif du président Biya, le secrétaire général Kofi Annan et Obasanjo. Ça, ceux qui ne le reconnaissent pas, c'est leur problème. Je ne peux pas le contester. Mais, est-ce que c'est pour cela qu'on doit laisser voler à Glencore? Est-ce que c'est pour cela que la Chambre des comptes parle qu'il y a l'argent de Covid-Gate, on ne fait rien? Est-ce que pour cela qu'on a des infrastructures qui font honte dans la capitale? Est-ce pour cela qu'on voit des péages déjà qu'on sait tout faire et personne n'est dedans? Est-ce pour cela que les gens doivent continuer à souffrir dans notre pays? Je ne pense pas. J'habite à côté de l'ambassade de Russie. Quand je pars à Douala, je pars à 4 h du matin. Il y a une queue qui est faite déjà à 4 h du matin. Des jeunes qui veulent le visa pour aller en Russie. Si vous êtes patriote, comme moi, comme je le sais, vous devez vous demander, mais qu'est-ce qui pousse ces jeunes à partir d'ici? Qu'est-ce qui les chasse? Et si vous êtes dirigeant dans ce pays, ça doit vous faire honte. Qu'est-ce qu'il y a? On est même presque content qu'ils partent. On va prendre Xavier Messé dans 3 ou 4 minutes. Mais permettez-moi de vous poser cette question. C'est pas un souhait, je le souhaite pas. Mais si jamais vous n'êtes pas élu en 2025, est-ce que vous accepteriez une proposition d'être Premier ministre ou bien d'occuper une autre fonction? C'est des choses qui sont contextuelles. Déjà, moi, j'ai demandé d'être ministre de la République, 2 ou 3 fois. D'accord. Vous avez exprimé le vœu, le besoin? Non. On m'a demandé à moi de l'être. D'accord. Et j'ai dit non. On vous proposait quel poste ministériel? Justice. Ok. J'ai dit non. Donc, ça c'est quand? Il y a 1 mois, 2 mois ou quelques années? Ça c'est même avant 2000. Je venais d'être élu président de Transparency International. D'accord. Ouais. C'est le président Biya lui-même qui vous a passé un coup de fil, qui vous a dit, je voudrais faire de vous écoutez, je vous le dis, ça a été fait, ce n'est pas important comment ça a été fait, mais je vous le dis encore que ceux qui me connaissent savent que le combat, je fais pas le mien. Personne n'en a parlé brièvement. 4 ans, je fais cette enquête de Glencore. L'argent sort d'où? Il faut faire des sacrifices pour le pays, et c'est ça qui me désole, qu'on est dans un pays où les gens ne pensent pas qu'il faille faire des sacrifices pour le pays. Et ce que je fais. Très bien. Monsieur le bâtonnier, si vous êtes élu président de la République, votre gouvernement sera-t-il le premier, un gouvernement d'union nationale? Je pense que tout ça est contextuel. D'accord. Pour commencer, c'est un mouvement de transition. Un mouvement qui est taillé pour faire face aux problèmes urgents. D'accord. Il n'y aura pas plus de 20 ministres. Ok. Ça, vraiment, je peux vous le dire. Ah, c'est une façon explicite de dire celui actuel est pléthorique. Pas, je suis en train de dire que je pense que 20 minutes, c'est adéquat. Ok. Ceux qui en ont fait une soixantaine aujourd'hui, ils savent pourquoi ils le font. Le Premier ministre sera d'où? Toujours de la partie nord-ouest, sud-ouest? Et ça, ce sont des questions qu'on verra bien. D'accord. Je ne sais même pas si ceux qui sont en logique, vous le posez cette question, peuvent vous répondre. Ils peuvent utiliser ces arguments pour marchander, comme on fait toujours. Mais je pense qu'il faut retenir, c'est ce que ça va être un mouvement de transition qui est focalisé sur les zones sinistrées. Malheureusement pour nous, on n'en a que ça. On n'en a que ça. Et le mandat va demeurer à 7 ans ou bien vous allez utiliser... Dans notre coalition, nous parlons de 5 ans. Ok. De ramener à 5 ans. Et vous passerez 5 ans simplement et vous partirez. Mais vous êtes un extraterrestre, hein? Avec le pouvoir qui est sucré. Les gens arrivent souvent, ils disent on vient faire 2 ou 3 jours. Je laisse aux gens de voir
Parce que ce n'est pas les premières fonctions importantes. J'étais président de l'Union panafricaine des avocats. C'est vrai. Le jour où mon mandat est fini, on m'a même demandé qu'il fallait proroger, changer les textes. Non, je suis parti. J'étais au le MAEP, je suis parti. Conseil économique et social de l'Union africaine, c'est le tout premier président. Je suis parti. Le bâtonneau ici, quand j'ai fini, j'ai passé la main à Maître Banga et je suis parti. On ne m'a même pas revu au siège. Vous êtes un gentleman. Oui, mais je fais. Et je tiens ça, s'il vous plaît, c'est de mon père. Mon père, quand il a démissionné, il a fait son mandat de président de l'Assemblée. Mais les 3 derniers mois, il était déjà au village. Il avait déménagé. Il vous a transmis les gènes. Je ne sais pas s'il m'a transmis les gènes, il m'a transmis une éducation pour laquelle je suis très reconnaissant. Très bien. Je l'ai annoncé par 2 fois. On va aborder cette question qui, en vérité, s'apparente à un scandale, l'affaire Glencore. Vous en avez fait un véritable cheval de bataille. Je propose très rapidement un petit break, le temps pour Xavier Messé de s'installer dans ce studio. Xavier Messé, bonsoir. Bonsoir, Armand. J'ai envie de vous dire infiniment merci d'être venu à la rescousse. Vous savez, le client n'est pas un enfant de cœur. Mais vous n'êtes pas dépassé, vous n'êtes pas débordé à ce que je sais. Merci beaucoup Xavier Messé. Maître Keremouna, je vous laisse en compagnie de Xavier Messé pour 15 minutes pour parler d'une affaire que vous avez achetée, mettez-y les guillemets si vous voulez. Vous vous entretenez donc au sujet de ce scandale avec Xavier Messé. À vous le studio, Xavier. Bonsoir, monsieur le bâtonnier. Et bonsoir, cher ami Xavier. C'est un plaisir de te revoir. C'est partagé. Partagé. Maître Keremouna, depuis le mois de novembre 2022, la justice américaine avait obtenu des aveux des employés, des cadres de Glencore, cette multinationale anglo-suisse, et qui avait reconnu avoir versé aux cadres camerounais relevant des sociétés comme la SNH, la Sonara et même les impôts, des pots de vin afin d'obtenir des rabais, des sommes diminuées. En tout cas, des conditions favorables. Vous avez acheté ce dossier. Pourquoi vous l'avez fait? Mais écoute, je l'ai fait parce que j'étais en plein dans ce que je fais. La lutte contre la corruption et la promotion de la bonne gouvernance. Donc j'ai commencé cette enquête en 2018-2019. J'étais de passage à Londres et le Financial Times avait un titre qui disait que Glencore refuse de laisser voir des documents par le Serious Fraud Office. Alors je me suis dit, mais Glencore, ils sont au Cameroun. J'ai commencé à suivre l'affaire. Et tous les procès, tout ce qui se passait dedans. Donc c'est comme il y a une affaire qui démarre, je pense, je vais encore vérifier, au parquet financier en France concernant des pots de vin versés par certains Français concernant des contrats au pays. Il y a eu pour Bourbon, je suis toutes ces affaires-là, qui viennent du fait que quand j'étais à Transparency International, c'est tout ce que je faisais. Alors, vous êtes entré dans ce dossier par souci de moralité ou tout simplement parce que vous pouvez l'exploiter prochainement au cas où vous serez candidat à la présidence. C'est une bonne question, mais écoute, je répète encore, depuis 25 ans quand je crée Transparency International, c'est parce que j'avais vu que la corruption allait détruire notre pays. Et je fais ce travail depuis plus de 25 ans. J'ai poussé, et il a cédé, le ministre Abba Abba, à entrer dans EITI, comme on le dit en français. Donc, c'est une chose naturelle. Je poursuis aujourd'hui d'autres dossiers, parce que c'est ce que je fais. Donc, c'est peut-être un mauvais exemple, demander à un pasteur pourquoi il prêche
Est-ce que c'est parce qu'il veut entrer au ciel? Je n'en sais rien. Bon, mais c'est cela, je pense que c'est ce qu'il faut faire. La dernière fois que cette audience de Glencore s'est tenue à Londres, vous y étiez, et puis la justice américaine, la justice britannique ont demandé aux autorités camerounaises de contribuer, de collaborer, de coopérer étroitement afin de trouver les noms des suspects qui sont dans les dossiers et qui sont supposés avoir touché des pots de vin. Est-ce que vous avez le sentiment que les autorités camerounaises coopèrent effectivement, comme c'est le souhait? Bon, écoute, moi j'ai eu une réunion avec le Serious Fraud Office en Angleterre que les autres n'ont pas pu obtenir, et je sais que les Anglais ont tout ce qu'il faut. Je pense aussi qu'ils ont mis un petit brin de diplomatie en ce qui concerne le fait que, bon, on est à quelques mois des élections. Est-ce que un tel procès qui va sortir, certainement, ne veut pas perturber le pays? Je pense que ce n'est pas ce souci-là. Les Américains ont choisi une autre voie, qui est la voie transactionnelle. Ils s'en ont sorti avec plus de 1 milliard de dollars, et ils ont décidé de ne poursuivre personne. Ça, c'est l'administration. Mais la venue de Trump va complètement changer la donne. Parce qu'il y a une loi aux États-Unis qui demande d'interdire les gens qui ont été mêlés à des affaires de corruption d'entrer. Si cette décision est prise au niveau des États-Unis, ça veut dire qu'on va finalement, officiellement, dévoiler des noms qui sont le dossier américain. Les Anglais ont choisi notre voie, était qu'on va poursuivre. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Mais on a l'habitude de dire que pour qu'il y ait corruption, il faut qu'il y ait des corrompus et des corrupteurs. Ouais. Alors, si les Anglais, les Américains qui sont concernés ont donné des noms de ceux qui avaient corrompu, comment expliquez-vous que le Cameroun, on entretient un suspense, un climat de suspense pour ne pas donner les noms des corrompus alors que les corrupteurs sont connus? Mais pourquoi voulez-vous que les poissons se braisent? C'est ça. Les gens qui sont au cœur de cette affaire, ce sont les mêmes gens qui doivent prendre des décisions dans ces dossiers. Pour la sortie de ce groupe de DG de la SNH qui est maintenant très actif, est-ce que c'est par une situation politique qui a changé? Je n'en sais rien. Mais toujours est-il que, je vous pose la question, Glencore a viré tout le monde. Président du conseil, DG, tous les gens là ont été virés. L'administration de Glencore a été vidée de presque 20 personnes, ils ont installé d'autres. Bon, si le Cameroun est un pays qui veut paraître comme un pays qui lutte contre la corruption, ça devait être pareil. Ça veut dire président du conseil, donc le SG de la PR, out. Le DG de SNH, out. Le DG de Sonara, out. C'est 400 000 barils de pétrole, c'est pas 400 litres. 70% que vous prenez, vous partagez avec les acheteurs, c'est pas 70 francs. C'est quand même, ce sont des sommes énormes. Donc je pense que tout ce monde-là devait être viré le lendemain. Et je vous dis bien, je n'ai pas comparé, dans un régime antérieur, le lendemain même, hein, je rappelle la 8e coupe que tu connais très bien, Xavier, ces gars, s'ils n'étaient pas arrêtés, seraient virés. Donc, avec votre permission, vous savez, il y a 3 étapes en matière de corruption. Il y a l'étape endémique, c'est nous les hommes qui sommes corrompus. Après, il y a l'étape systémique. Ça veut dire que les hommes ont réussi à complètement détourner le système qui s'adapte à ce climat. Et la dernière étape, là où nous nous trouvons, c'est la capture d'État. State capture. Par certaines personnes qui sont partout. Alors vous vous plaignez chez l'autre, il rencontre l'autre, il est encore venu, il rigole, et vous attendez. J'ai déposé 3 plaintes, en bonne et due forme, avec des pièces, à Douala, à Limbé, et à Yaoundé. Rien. Donc, je suis d'accord avec vous. Comment ça se fait? Je le dis, et je le dis, si M. Moudi qui m'appelle, en une semaine, je suis à mesure, dans ces documents,
à ressortir ce qui s'est passé avec les noms. C'est aussi facile que ça. Maître Kerimona, on connaît votre franc-parler. Depuis 2018, vous suivez ce dossier. Ouais. Et si vous êtes parti à Londres plusieurs fois, vous êtes rendu aux États-Unis plusieurs fois, 3 sociétés au Cameroun, la SNH, la Sonara, les impôts. Vous devez connaître des noms. Pourquoi vous ne les donnez pas? Mais je pense que je suis avocat depuis 46 ans. Donner le nom des gens. Je ne suis pas journaliste. Je ne peux pas dire que telle ou telle personne a pris de l'argent parce qu'il faudrait que je puisse matériellement le prouver. Mais ceux qui connaissent la gestion. Mais je peux dire qu'il y a certaines fautes qu'on doit sanctionner. Si le SGPR aujourd'hui est le président du conseil de Sonara, il ne devait plus l'être. Parce que ça se passait quand il était là. Pareil pour le DG des SNH. Pareil pour Sonara, ce qui était. Pareil pour tous ceux qui ont travaillé à cette époque-là. C'est pas compliqué quand on dit que les gens sont venus avec des avions privés pour amener de l'argent à Douala. Est-ce qu'un avion vient dans ce pays de façon anonyme? On dit que on a amené les espèces et tout ça. Vraiment, on dit qu'il y avait un compte à Genève fermé en 2016 où on pouvait prendre de l'argent. Est-ce qu'on est parti chercher? Et c'est ça, j'ai toujours dit aux Occidentaux qui nous accusent d'être des kleptocrates. Ils ne nous aident pas. J'avais commencé un mouvement en Transparency en 2000. Je disais que quand vous nous accusez du Sud d'être des voleurs, mais quand on prend les argent, on amène où? On mène dans vos banques. Donc des banques qui gardent cet argent-là sont des banques receleuses. Donc vous devez commencer aussi à sanctionner chez vous. Le coup, si je me tais, parce qu'ils ont sanctionné chez eux et nous n'avons rien fait. Ouais. Alors, l'administration camerounaise, vous la connaissez autant que nous autres. Ouais. La justice, les enquêtes, la présidence de la République. D'après vous, qui bloque? D'après moi, ce dossier serait bloqué par la SNH. Je le dis parce que toutes les informations que IITI réclame doivent venir par la SNH. Je venais de lire le tracking report de IITI. Transparence des contrats pétroliers, 0. Cadre gouvernemental pour la gestion de la politique minière et pétrolière, 0, aucun, inexistant. Mais on va où là? On va où là? On est en 2025. On nous crée une société minière nationale. On met le siège à Yaoundé. On y a quelle mine à Yaoundé? Mais ça se trouve où? SNH est ici. Il y a un puits de pétrole dans le centre. Donc, c'est ça la corruption systémique. Et on est dans une affaire de capture d'État. Et quand on regarde les nominations, Xavier, Armand, vous le savez, vous et moi, on peut directement lier certains noms à certaines personnes. Et c'est même devenu un sport national. Mais la situation est grave. Je vais même gravissime. Si on ne se rend pas compte, ces gens-là veulent traîner, nous tous, vous et moi, avec les jeunes Camerounais, et avec leur avenir avec, là où ils savent. Mais ils ne vont pas réussir. Je voyage, je parle aux gens. La détermination des Camerounais, maintenant, pour aller vers une vie meilleure, n'est-ce pas? C'est autre chose. Hein. La chanson de Talamanu ne tient plus, je vais à Yaoundé pour chercher une vie meilleure, ça ne tient plus, ça. Maître Kerimona, ma dernière question. Un candidat à l'élection présidentielle a toujours un dossier, un mot d'ordre, hein, un slogan. Ouais. Le vôtre, c'est peut-être ce dossier-là que vous allez continuer de dénoncer, vous allez continuer de fouiner pour que peut-être il vous aide à être président de la République. Non, bon, le mot d'ordre, c'est 0 corruption, 0 tolérance. C'est ce que vous voyez dans les t-shirts des gens de Now. Ce qui nous tue dans ce pays, c'est rien que la corruption. Les programmes, c'est bien, tout c'est bien. Mais regarde, Xavier, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Covid, on a volé. Les stades, on a volé. Les routes, on a volé. Les ponts, on a volé. Les magistrats, le ministre de la Justice lui-même, qui en a 800, qui attendent à être jugés. Rien ne se passe. Mais quand même, il faut être
quelqu'un qui n'aime pas ce pays, qui réclame que quelqu'un qui a 92 ans, qui a fait 42 ans, revienne au pouvoir. Ça, ce n'est rien que ce qu'a dit ce journaliste-là, la sorcellerie. Merci, Maître Akeremouna. Bonne chance et merci à vous encore. Merci à vous. Je vais emprunter dans votre courage et surtout cette témérité et cette pugnacité dans les questions pour poursuivre. Juste le temps d'un petit break et permettre à Xavier Messier de quitter le champ du plateau et nous poursuivons cet entretien. Bien, retour avec vous, Maître Akeremouna. Maître Akeremouna, le différent avec Xavier Messier est oublié, celui qui vous opposait du temps où il était directeur de rédaction à l'anecdote. Vous estimiez alors à l'époque que vous aviez été diffamé par un journal dont il était en quelque sorte l'ouvrier principal. Vous avez oublié, c'est pour ça que vous parlez comme des amis? Non, pas comme. J'estime que Xavier est un journaliste avec un passé très très puissant. Et comme je vous ai dit tantôt, je pense qu'on peut avoir des différends. Mais je ne me rappelle pas de l'incident pour commencer. C'est pour vous dire, c'est pour tout vous dire. Et on a eu à faire beaucoup de choses par la suite, Xavier et moi. Vous avez fait les 400 coups? Ah non, c'est Balthazar qui fait ça. Vous connaissez Balthazar, vous? Vous connaissez Balthazar? Écoute, si vous ne le connaissez pas, vous ne vivez pas. Vous avez regardé ces vidéos? Je connais le nom. Est-ce que vous avez regardé les vidéos, monsieur le bâtonnier? De Balthazar? Oui. Ah, quelques-uns. Qu'est-ce que ça vous a fait? Bah, écoute, moi je pense que c'est quand même... ça montre le niveau de mœurs de notre pays. On parlera de Guinée équatoriale, ici au Cameroun c'est pareil. On a un niveau de mœurs, que ce soit... Il y a des Balthazar au Cameroun, vous pensez? Je n'en sais rien, mais je pense que le niveau de mœurs, des fois même en écoutant certaines chansons, vous vous demandez, mais où on va? Mais quand je grandissais les Boilottes et les autres, ils chantaient de l'amour du pays, les Canapierres, c'était autre chose. Aujourd'hui, ton caleçon fait quoi chez moi? Je n'en sais rien, moi. Alors, Maître Akeremouna, on sait que les affaires qui charrient beaucoup d'argent sont des affaires que des gens prennent au sérieux. J'ai envie de vous demander, vous n'avez pas peur pour votre vie? Bien sûr, bien sûr. Vous savez, à l'âge de, je crois, 9 ou 10 ans, j'étais empoisonné avec mon père. Quand lui faisait campagne pour la réunification. C'est ce que j'ai eu. Donc, ma vie a toujours été menacée. Glencore, particulièrement. J'ai eu toutes sortes de messages, toutes sortes de menaces, mais je suis courageux, certes, mais pas téméraire. Donc, je fais attention. Je ne fais pas de déclarations tonitruantes. Je n'accuse pas les gens comme on veut, mais quand je parle... Vous allez au restaurant quand même? Au cabaret, en boîte de nuit? De moins en moins. Rarement maintenant. Rarement. Parce que vous avez peur pour votre vie? Rien n'est sûr. Rien n'est sûr. Donc, je vais où je connais. Et des fois, là où on ne me connaît pas aussi, c'est bien d'y aller. Il y avait en 2017 au Cameroun une clameur venant de 2 régions. Il y a eu ensuite 2 manifestations qui ont été matées, celle des enseignants et celle des avocats. C'était alors le déclenchement d'une crise qui dure aujourd'hui 7 ans, la crise anglophone. Maître Akeremouna, que répondez-vous à ceux qui disent on a répondu aux revendications pratiquement x7 ou x10, les revendications de base de la crise anglophone? Ceux qui pensent que la crise anglophone a commencé en 2016 se trompent. Ça, c'est les causes immédiates, quoi. Ouais, ça, il y a eu des causes lointaines. Il y a eu des problèmes depuis 1964, par une lettre de Bernard Fondlon.
qu'il a adressé au président pour dire que il y a ça et ça et ça. Si vous ne faites pas attention, ça va donner ce que ça va donner. 20 donc les élections présidentielles de 92. Quelle aubaine! Quelle aubaine! Froundi partait gagnant. Venant, Froundi était unilingue, libraire et d'une province anglophone. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en 92, nous avions écarté ce problème d'anglophone-francophone. Parce que les francophones ont voté massivement. Les francophones ont voté, il y avait plus de francophones qui ont voté pour Froundi que les anglophones. Heureuse. Si nous avions saisi cette occasion, on ne parlait plus anglophone-francophone. Mais on ne l'a pas fait. Les anglophones ont dit, ah bon, ça veut dire quoi? Un anglophone ne deviendra jamais président. Merci beaucoup. Le camp de RDPC a dit, mince. Si vous accentuez ce clivage, j'ai bien peur pour votre candidature en 2025. Il faut plutôt... Si vous me laissez terminer, si vous me laissez terminer, vous allez comprendre où je suis en train de venir. D'un côté, on dit, mais c'est la loi électorale, là. C'est incroyable. Ça a permis à ce type de... ce Bamen Aman de presque gagner. On va donc changer le texte. Les anglophones vont dire, ah, nous, ils ont donc tenu de All Anglophone Conference. Première revendication, c'est pour qu'il y ait un État fédéré. Et ils ont dit, si vous ne le faites pas, ça va donc barder. C'était donc le Second All Anglophone Conference qui n'a pas eu lieu. En 2009, l'État ne le dit pas, les gens n'en parlent pas. Il y a des anglophones qui ont saisi la Commission africaine de droits de l'homme et des peuples. Conclusion de cette commission, entérinée par les chefs d'État de l'OUA, les anglophones au Cameroun sont marginalisés. Deuxième décision, nous rejetons la demande de sécession des anglophones. Mettez-vous dans le système politique, créez un parti politique et faites valoir vos revendications. À l'État, on a donné 6 mois pour faire des règlements. Et non seulement cela, on a dit, on est prêt, la commission, à vous accompagner dans cette démarche. On est en 2009. Connaissez-vous la personne qui a représenté l'État du Cameroun devant cette instance? Dites-le nous. Non. Le premier ministre d'Angouté était l'avocat du Cameroun. Mais une figure de proue. Une figure de proue et un juriste très raffiné et très intelligent. C'est-à-dire que tout ce qui se passe là, ça se sait. Quand mon père était aux affaires, il a pris des commissions mixtes sur ça. Dans cette commission, il y avait Madame Delphine Changa, il y avait à l'époque le secrétaire général de la présidence, le président Biya, il y avait Yang Philemon qui était rapporteur, il y avait les Abouem, il y avait tout ce monde-là. Donc c'est pour dire que c'est un problème qui est connu. Mais, si j'en crois au président lui-même, quand il était interviewé par Mo Ibrahim à Paris, il a dit, nous pensions qu'on pouvait les assimiler. Et ça n'a pas marché. Là, je cite le président de la République. Donc j'en conclus que c'est un problème qui n'a pas été réglé. Pas parce que ça n'a pas une solution, par manque de volonté et le désir d'appliquer une politique. Et voilà où nous nous trouvons là. Il y a quand même eu le grand dialogue national avec des figures du nord-ouest, du sud-ouest, des autres régions du Cameroun. Moi, j'appelle ça la grande farce nationale. Comment ça donnait quoi? C'est une farce. Mais il y a eu des discussions. Il y a eu des sécessionnistes. Moi, j'étais là-bas. J'étais là-bas dans la salle. Vous étiez à la farce. Je suis sorti. Je suis sorti après la plénière. Un sultan comme le sultan Bumbo Joya a parlé seulement parce qu'il a parlé de limitation du mandat. Il a été hué par une partie de la salle qui était préparée par des fonctionnaires, presque 30-40%, qui n'avaient de rôle que pour huer les gens qui disaient ce qu'ils ne voulaient pas. Donc, un roi respecté fait une proposition aussi soft qu'il faudrait une limitation de mandat. Il a été hué. Là, vous êtes en train de draguer l'électorat du NUN.
Non, mais je viens de te dire les vérités. Alors, C'est ça. monsieur le bâtonnier, en 1 minute, la solution définitive à la crise anglophone qu'on peut appliquer demain ou la semaine prochaine, ce serait quoi? Un dialogue inclusif et authentique. Ça, c'est les mots savants. Non, c'est pas les mots Concrètement, savants. Parce qu'il faut parler. Hein? Comme on dit, 2 hommes qui se disputent, c'est 2 hommes qui n'ont pas discuté. Il n'y a pas eu. Les Canadiens ont essayé, les Suisses ont essayé. Mais qui bloque toujours, c'est l'État. un dialogue à Yaoundé ou à Bamenda ou même Boya. Ou Même Kumba. hors du pays. Ok. Mais il faudrait qu'il y ait un Quels dialogue. sont les acteurs qui doivent s'asseoir autour d'une table? Paul Biya, John Gouté. Les acteurs, on peut discuter. Ça peut être des envoyés. Les Suisses m'ont demandé ça. Oh, l'État dit, bon, vous voulez qu'on parle avec les sécessionnistes, on va parler avec qui? Commençons par l'Assemblée. Commençons par le Sénat. Il n'y a eu aucun débat. Aucun comité de mise en place. Maître Mouna, vous avez été battu dans ce pays. Venez nous dire, c'est quoi même ce problème anglophone? Il n'y a aucun effort. Aucun effort pour démontrer les gens qui ont un problème qui les embête. Mais si je cite mon confrère, monsieur le ministre délégué, dans son bureau, avec son vin de palme, il dit, vous pouvez vous tuer là-bas. Moi, je bois mon vin de palme. En fait, c'est cela. Je pense que ce conflit arrange plus l'État qu'il ne dérange. Maître Keremouna, quand étiez-vous pour la dernière fois à Bamenda, à Boya, à Kumba et à Manfé? Vous êtes allé là-bas quand pour la dernière fois? Bah, écoute, Sud-Ouest, j'y suis allé il y a moins d'1 semaine, moins de 2 semaines. Ça, c'est au Mais Sud-Ouest. c'est ce qui... Et au Nord-Ouest? Et au Nord-Ouest, Et ce alors? qui me désole, Oui. c'est depuis 8 ans, je suis pas allé dans mon village. La dernière fois où je suis allé, Vous avez peur des attendez une Amazoniens? seconde, attendez une seconde. Je suis allé la dernière fois, c'était en 2019, pour enterrer mon frère, le professeur Wali. Et on a été pris en otage, bloqué. J'ai jusqu'aujourd'hui des cartouches qui ont été tirées sur notre maison. Donc, et depuis 8 ans, je ne suis pas allé, comme je le faisais chaque année, déposer les fleurs sur la tombe de mon père et de ma mère. Donc c'est quelque chose d'émotionnel qui me touche profondément. Parce que c'est dangereux. Je n'ai pas cette chance-là d'y aller avec 50 blindés et des gilets pare-balles et tout ça. Je n'ai pas cette chance-là. Donc, il faut dialoguer et un dialogue inclusif. On l'a compris. Alors, on va passer à Parlons Actu. On va évoquer 2 ou 3 questions d'actualité. Il y a une plainte déposée contre certains membres du Conseil constitutionnel, avec au premier rang desquels le président de ce conseil. Vous dites c'était opportun ou c'était de la gesticulation? Encore, je ne veux pas juger les autres, mais je vais vous dire mon attitude d'avocat. Très bien. Un procès, je compare ça à un voyage. Dans un voyage, il y a 2 choses importantes. La gare de départ et la gare d'arrivée. La gare de départ, on connaît. C'est le procès. Alors, ça mène où? J'ai cherché longuement la réponse à cette question, je ne trouve pas. Peut-être ceux qui l'ont engagé savent. Mais moi, je ne sais pas où ça mène. On a déjà fait ça plusieurs fois. On a eu un procès lancé contre l'élection à l'Union africaine, ça devait aller là. Qu'est-ce qui s'est passé? On a une citation directe contre Cavaillé, une plainte contre Cavaillé Gibril au tribunal militaire. C'est allé où? Donc c'est bien, peut-être bien d'éduquer les Camerounais sur les voies et moyens que nous avons dans notre pays et sur le fait qu'il y a un régime qui est en place, qui joue sur tous les plans, qui frustre les autres, qui prennent les gens. Celui qui a l'initiative de cette plainte est un professeur de rang, j'ai envie de dire, mondial. Vous n'allez pas lui faire des cours de droit ici pour dire qu'il ne connaît pas Je les ne fais lois. pas de cours de droit. Je t'ai dit que je ne juge personne. Vous m'avez posé une question. Mais vous êtes en train de dire... Une seconde. Vous m'avez posé une question de mon attitude. Je dis, moi, avocat, je le suis depuis 46 ans. Au barreau du Cameroun. Lui également. Hein? Mais il n'est pas avocat au barreau du Cameroun, lui. Ok. Moi, je suis avocat au barreau du Cameroun depuis 46 ans. Bon, Vous parlez bien du professeur Maurice Kamto. Hein, il n'est pas avocat au barreau du Cameroun. Ok. Il est avocat au barreau de Paris. Donc,
Il connaît comment ça se passe à Paris. Je ne dis pas qu'il ne Pour ce qui connaît se pas. passe à Yaoundé, Non, je ne dis pas qu'il ne connaît pas. C'est un excellent professeur. Mais si on dit que moi, avocat, je ne suis pas un docteur en quoi que ce soit. Je suis un praticien du droit. Et je vous dis, quand j'ai un procès, il y a deux choses que je pose à mes collaborateurs. Ça t'amène où, cette voie? Je dis que dans le cas de ce procès, je ne sais pas où ça va nous amener. C'est aussi simple Donc, que ça. il ne fallait même pas commencer. Ah, mais peut-être il sait où il va. Mais ça le regarde. Vous doit poser de la question à moi. Je vous dis que moi, Kéré Mouna, voilà ma démarche. Je suis trop bête, peut-être, pour savoir où ça mène. Vous ne l'êtes pas. Nous, on n'invite pas les gens qui sont bêtes ici. Maître Akeremouna, la prochaine élection présidentielle, c'est dans 11 mois très exactement. Les gens s'observent, ils s'épient, ils savent que l'affrontement arrive. Est-ce que vous souhaitez avoir comme adversaire le président Paul Biya? Il ne sera pas. Comment ça? Parce qu'ils... Et les appels à candidature qui Mais justement parce qu'ils ont peur. Ils ont la peur dans le ventre. Ils savent que le président Biya ne sera pas. Il vous l'a dit? Mais écoutez, peut-être vous vivez ailleurs, mais si c'est clair que le président ne va pas être candidat. Parce que il n'en a pas la capacité. Comment ça? Vous parlez de quoi, monsieur le bâtonnier? Je n'ai pas compris. Si vous étiez un peu explicite. Mais il est revenu récemment, il marchait, il saluait les gens. Vous pensez que le travail du président de la République, ça allait entrer dans l'avion et vous êtes révélé dans son pays? Mais vous parlez de quoi? Je vais vous donner 3 cas. On est dans un pays qui est tout dans une inertie. On passe à la 5e promotion de magistrat. Au quartier. Au quartier. C'est dû à qui? Ça dépend de qui? Je ne sais pas. C'est moi qui pose les questions, monsieur. Mais voilà, ça vous convient de prendre cette posture-là. À une seule personne, président de la République. Ah, d'accord. Le ministre de la Justice nous a dit, il y a 800 avocats qui attendent. 800 magistrats qui attendent pour des problèmes disciplinaires. Il y en a qui sont décédés même déjà. Oui, justement. Il y a des affectations. Il y a des gens qui doivent aller à la retraite. Qu'est-ce qui se passe? Même dans le RDPC, leur congrès est venu qu'à la dernière fois. Je ne suis pas de leur parti. Mais justement, ben voilà. Et aussi, vous ne répondez pas aux questions. Donc, je pense que il faut être vraiment pas patriote pour aller dire que à 92 ans. Vous savez, quand j'ai connu le président Biya, j'ai connu en 1970. Sans blague. Mon père était vice-président et faisait l'intérim du président de la République chaque fois qu'il partait. Donc le président Biya partait de Yaoundé, Bouboya, pour liquider les affaires en cours. C'est là que j'ai connu le président Biya. Jeune lycéen que j'étais. Un homme extraordinaire. Un homme discret. Un travailleur. À l'époque ou toujours, ou maintenant aussi? Si vous pensez que les hommes changent, la seule chose qui change chez les hommes, c'est leur âge. Ok. Donc il est toujours extraordinaire. Il est toujours discret. J'ai dit que c'est leur âge. Et je suis sûr que l'homme que j'ai connu, c'est dans son âme qu'il a dépassé l'étape où il peut être contribué pour la bonne marche du pays. Alors, mais tous ces gars, quand j'étais à Transparency International, on a vu que les pays dans lesquels le changement est très difficile, c'est les pays dans lesquels la corruption a atteint un niveau. Ces gens-là, tous ces gens-là qui ont trafiqué toutes sortes de choses, vous pensez qu'ils dorment la nuit? Alors, si le président ne sera pas candidat, cela signifie qu'il multiplie les stratégies pour que son successeur ne soit pas de son parti. Sinon, c'était le moment de préparer déjà les camarades en disant « Écoutez, j'ai fait mon temps, je rentre au village, voici mais le président Biya a qui va répondu prendre à les cette question dans une interview qu'il a donnée à un journaliste français. Il dit que ce n'est pas à lui de préparer les dauphins, que les Camerounais sont très Donc, vous dites à ses camarades du parti, à ses apparatchiks, c'est le moment de vous positionner. Mais qui vous dit qu'ils ne le font pas déjà? Ah, d'accord. Est-ce que vous avez vu la vidéo faite par la fille du président?
Et qui vous parlez de vidéos. Vous êtes très porté sur les réseaux sociaux. Hein, parce que c'est porté. Mais si vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux, vous n'avez pas le pulse de votre nation. Ok. Je ne sais pas de quoi elle parlait quand elle dit les masques sont en train de tomber. Les gens retournent les vestes. Peut-il attendre quelque chose d'éminent? C'est pas moi qui le dis. De quoi part-elle? Je n'en sais rien. Mais, c'est quand même la fille du président de la République. Quand elle fait des déclarations comme ça, on ne prend pas ça à la légère. Quel que soit ce qu'on lui donne comme description, ce n'est pas mon problème. Mais je pense que on a eu, qu'est-ce qu'on n'a pas eu? On a eu des ministres qui s'entre-attaquent, des ministres qui interpellent les autres, qu'est-ce qu'on n'a pas eu? On a tous les symptômes d'un gouvernement qui ne marche pas ensemble. Quel statut réservez-vous au président Paul Biya si vous le remplacez? Vous allez le maintenir en résidence surveillée en Vomeka ou bien il sera ici? Mais ça, j'ai parlé de ça en 2017. Un président il sera même protégé, même peut-être même mieux protégé qu'il l'est aujourd'hui. Comment ça? Lui et sa famille. Qu'est-ce que vous voulez faire avec quelqu'un de 92 ans? Vous allez lui demander quoi? Pour prouver quoi? Je pense qu'il y a l'État a d'autres préoccupations importantes. Et c'est pareil, j'ai dit ça en passant au début, hein. Ce pays regorge des personnes incroyables. Très bien. Monsieur le bâtonnier, dernière question d'actualité. La dernière élection présidentielle aux États-Unis et l'élection de Donald Trump. Il attendra le 22, je crois, janvier pour prêter serment et prendre les rênes. L'élection de Trump plutôt que de Kamala Harris fait vos affaires ou défait plutôt vos affaires? Bon, moi, j'ai fait mes études, une partie de mes études aux États-Unis, donc... c'est pour ça que je vous pose la question. Donc, foncièrement démocrate. Mais, si vous avez vécu aux États-Unis, vous allez savoir... Je ne suis pas encore allé là-bas. Bon, ben écoute, ça va... Je compte sur vous. Bon, ben écoute, on va organiser ça. Merci. Bon, ben voilà, je peux vous dire que l'Amérique profonde a une peur que Donald Trump a vue et l'a attisée. On envahit leur pays. On est en train de tout prendre. On prend leur travail. Il a atteint une certaine population. Il a utilisé les réseaux sociaux à merveille. Dans le plan de Biden, c'était de se faire élire et de démissionner et donner la place à Kamala Harris pour permettre. Les Américains, je ne sais pas s'ils sont prêts. Ce n'est pas comme les Anglais. Ils ne sont pas prêts à avoir une femme présidente. Ils trouveront toujours un prétexte. Un pays misogyne. Oui, bien sûr. Ils ont trouvé le prétexte avec Hillary. Oh, parce qu'en dernière minute, l'Attorney General a dit qu'il y avait une enquête. Mais ils viennent donc. Ils se plaignent là qu'ils ont eu un président noir dans la Maison Blanche pour 2 mandats. Vous venez donc vers eux avec une noire. Donc un noir qui est une femme. Mais quand même. Et pour la première fois en 20 ans, ils ont gagné vote populaire, le Sénat et le Congrès. Donc, en regardant la politique américaine, je ne suis pas surpris. Vous êtes en train de fustiger la première puissance mondiale qui a droit de regard sur les élections dans le monde entier. Pas. Je dis que le système démocratie, ça a donné ce que ça a donné. On verra ce qui va se passer. Les gens oublient que Abraham Lincoln était un républicain, mais c'est lui qui a terminé l'esclavage et qui a fait la guerre. Passons maintenant, pour nous, si moi, je suis membre du gouvernement camerounais, je serais maintenant en train de trembler. Ah bon? Ah oui. Parce que... La foudre arrive, le tsunami. Je ne sais pas, mais si vous lisez un tweet qui a été fait par Thibonage, l'ancien secrétaire chargé des affaires africaines, il a dit que les choses vont changer parce que Biden faisait beaucoup dans la diplomatie. Là maintenant, ça va être strike. Ça va être clair. Dans l'affaire Glencore, je m'attends à ce que tous ceux qui ont l'honneur là-bas, paf, c'est Xavier Messeke avait donc raison. Vous comptez
monter sur le dos de Glencore. Non, non, non. Pour que Je Glencore vous mène à compte monter sur le dos de Glencore pour démontrer à quel niveau, n'est-ce pas, la corruption a rongé notre pays. On va terminer par cette dernière rubrique, les yeux dans les yeux. Des visages vont s'afficher, vous allez voir. Je voudrais vous prier, chaque fois qu'il y a un visage, de dire son nom et de dire en une phrase ce que vous pensez de cette personne. Commençons probablement par la première des images. Atanganji. Pas ministre Atanganji, hein? Vous dites Atanganji, comme si vous parliez... Bon, ben écoute, je ne vais pas aussi dire le ministre Atanganji. Ok. Je l'ai dit comme ça par réflexe. C'est quand même bizarre son cas parce que sa mère était très proche de ma mère. Ok. Très, très proche. Et son père, très proche d'ailleurs de mon père. Donc, on pourrait même s'appeler frère. Mais je pense que il n'a rien compris de l'action gouvernementale. Comment ça? Mais pas des actes qu'il pose. Il est là, dans sa tête, pour servir le président Biya, contre ou pour la loi, c'est son problème. Et ça donne cette dissonance qu'il y a. Il a la carrure d'un futur Premier ministre? Ah, vraiment, j'ai arrêté de penser de carrure dans ces histoires-là. J'observe et j'entends venir. Donc, parce si qu'il y a vous êtes plein de gens qui sont dans les postes dans lesquels ils n'ont même pas la carrure. Donc, vous, président de la République, il sait à quoi s'attendre. Moi, président de la République, il va continuer à travailler très bien avec le RDPC. Ah, plus au gouvernement. Mais le RDPC, c'est pas le gouvernement. D'accord, ça a le mérite d'être clair. Le prochain visage. Mais John Gouté, ça c'est quand même quelque chose. Vous ne dites pas le Premier ministre, hein? Vous les appelez pas les prénoms. Mais écoute, j'ai dit tout à l'heure, Paul Biya, vous ne vous êtes pas plaint. Ah, d'accord. Hein? On peut occidentaliser. Les gens vont dire Macron, ou bien Hollande, ou bien... Voilà, c'est une façon de s'adresser. Plus on monte d'ailleurs, plus on laisse tomber ces... Qu'est-ce que vous dites du Premier ministre? Premièrement, c'est un bon juriste, quelqu'un que je connais, quelqu'un de très expérimenté, et que je respecte. Mais il n'a pas les études pour le travail qu'on lui a donné. Comment ça? Il est Comme je vous Premier le dis. ministre, il est chef du gouvernement. Il est à la Est-ce que tête. vous savez, dans notre constitution, il y a une provision qui permet de faire une délégation de pouvoir. Le SGPR, il peut avoir une délégation de signature, mais notre constitution a un paragraphe qui donne la possibilité au président de la République de donner de délégation de pouvoir. Donc, j'estime, comme c'est dans le cas de Ouattara, ça a causé une condition certes, Houphouët-Boigny avait donné des délégations de pouvoir à Ouattara. Le Et Premier je dis ministre. que le président, s'il part pour une durée assez longue où il ne s'est pas défini, il devait donner des délégations de pouvoir. Le Premier ministre John Gouté a la tête d'un futur président. Lui, président demain, la crise anglophone s'arrête? Mais lui, président anglophone, Non, président de la République, la crise anglophone s'arrête-t-elle? Il n'y a pas de président anglophone. il est premier ministre qui a été chargé plusieurs fois de son dossier, de négocier, ça ne s'est pas Il a arrêté. échoué, Donc, c'est ça? je ne dis pas qu'il a échoué, mais il dit qu'il n'a pas... Et on est toujours en continuation. Il a fait un travail extraordinaire en ce qui concerne les Canadiens. Et même avec les Suisses. Très C'est bien. ce que je dis qu'il n'a pas... Les outils. Il n'a pas les outils. Il a la volonté, mais pas les outils. Pas les outils. Troisième personnalité. Bah, Maurice Kamto, le professeur Kamto, excusez-moi, puisqu'il faut adjoindre les titres. Ben, j'ai eu à travailler avec lui. Ok. Vous regrettez de vous être désisté en sa faveur? professionnellement, dont les connaissances j'admire. Mais je pense que nous venons d'horizons différents sur le Cameroun et son évolution. Donc nous percevons le problème anglophone un peu différemment. Pourtant, il a dit qu'il n'allait pas aux élections législatives et municipales tant que la crise anglophone n'était pas résolue. Je pensais que ça, au moins, ça avait... Mais créé- il a déclaré non qu'il sera candidat cette fois-ci. Mais la crise est toujours là. Ok. Ça veut dire quoi? Mais je vous suis. Moi, je vous suis. Non, mais parlons sérieusement. Donc, il dit une chose et il fait le contraire, c'est ça? Je n'ai pas dit ça. Hein. C'est vous qui concluez. Non, mais disons ceci. Je pense que il faut qu'on admette que dans notre pays, on a eu deux cultures coloniales différentes.
Très bien. It's a different thing. It's totally different. All right. We are from different backgrounds. All right. Yeah. Le prochain visage, l'avant-dernier. Ah, Cabral Lili. Je suis impressionné par sa détermination et la voie qu'il a choisie. Et lui et moi, on a beaucoup discuté sur beaucoup de choses et je pense que nous continuons à discuter. Et c'est quelqu'un avec qui je pense que je travaillerai et je pourrais travailler avec. Ah, vous, président, lui, Premier ministre, c'est ça? Je n'ai pas dit ça. Pourquoi? Pour qui vous dites que ça sera le système qu'on va mettre en place? Je veux juste comprendre. Non, je pense que les postes ont un côté politique, n'est-ce pas? Il y a des arrangements politiques à faire qui a été complètement détourné dans notre pays. Au début, en 61, c'était un partenariat, président francophone, vice-président anglophone. Petit à petit, c'est devenu troisième, puis maintenant on est au cinquième personnage. Donc, ce style-là, on connaît. Et parce que vous jouez très bien avec. Si lui, il est président et qu'il fait de vous président du Sénat, là, c'est deuxième. Ça ira. Non, je vous ai dit que ma mission, telle que je l'entends, ce n'est pas occuper un poste ministériel. Très bien. C'est d'aider à la solution de remettre en place un autre système. C'est ça que je vise. Le dernier visage. Président de la République, son Excellence, M. Paul Biya, premier magistrat. Mais là, maintenant, tous les attributs sont... Mais écoute, de peur que vous me jetez la bouteille sur la tête. Non, mais je pense que il ne devait pas se présenter. Non, non. Là, vous êtes dans la contradiction. Là, maintenant, vous dites il ne devrait pas. Mais 10 minutes avant, vous nous avez dit il ne sera pas candidat, vous étiez péremptoire. Et vous êtes spécialiste à me couper au milieu de mes phrases, donc je ne vais jamais au bout de ma pensée. Je prononce le mot vous dites. Il ne sera pas président de la République, mais s'il le tente, il ne le sera pas. Et je pense que tout ce bruit qui s'augmente avec des films, avec les gens qui le comparent à Moïse, ou les gens qui disent que c'est l'élu de Dieu et tout ça, ça vous montre le niveau de leur panique. Ils savent. Peut-être le président leur a dit que vos histoires-là, je n'en veux plus. Très bien. Une dernière question à 2 volets. Comment se porte votre sœur cadette Ama Toutoumouna? Elle est où? On ne la voit plus passer. Ah ben écoute, Ama est adulte. Ah, okay. Donc... vous voyez? Vous vous appelez? Non, non. De temps en temps, on a un groupe à 3 avec moi. Elle va vous donner un coup de main pour votre candidature. Elle est du RDPC. Oui, mais le frère... Demandez-lui la question. Très bien. Combien il vous faudra pour être élu président de la République, pour battre campagne? Il vous faudra 5 milliards au moins? Parce que... Au moins, mais je pense que plus. Vous savez, je dis ça pourquoi? Parce que j'ai compris l'astuce. On nous a focalisé. Oh, le code électoral, c'est mauvais, il faut qu'on change ça. Mais ce n'est pas ça. Dans plus de 70% des bureaux de vote, il n'y a pas de scrutateur de l'opposition. Et donc les gars écrivent les résultats qu'ils veulent. Mais là, ça va changer. Non seulement nous sommes dans tous les bureaux de vote, je suis en train de parler avec les avocats, je vais en avoir 300. Wow. 30 par région. Et on sera dans tous les bureaux de vote. Et on trouvera l'argent pour cela. Et je pense, et je compte beaucoup sur le diaspora. Pourquoi? Le diaspora amène dans ce pays... Vous prendrez l'argent où? Hein? Vous allez prendre les 5 milliards où? Vous ne m'écoutez pas, je dis que le diaspora... Mais c'est interdit. Qu'est-ce qui est interdit? Ce type de financement. Financement par qui? Par, surtout venant de l'étranger. Non, mais les Camerounais sont libres, okay, n'est-ce pas, de contribuer à quoi que ce soit dans leur pays. Vous parlez de quoi? Très bien. Alors, monsieur le bâtonnier, vous, président... Je voulais vous dire que la diaspora, l'année dernière, a envoyé au Cameroun 400 milliards. C'est exact. Et ils n'ont même pas le droit à la nationalité. Ils l'auront avec vous. Ah, vous, dès la première heure. Vous, président, j'occuperai quel poste au gouvernement? Je pense que vous êtes un très bon journaliste. Et je ne veux pas vous arracher au peuple. Moi, je vais rester à poser les questions, genre, pendant que Paul Mahel sera à la présidence de la République, probablement secrétaire général ou directeur de cabinet civil. Vous allez me donner combien? Non, moi, je ne négocie pas. Parce que j'ai pas non, sérieusement, je pense que ce qui va changer, c'est ce que les gens compétents seront reconnus. Et ce qui tue ce pays, c'est ce que on voit des gens, des incompétents,
qui sont devant, les incompétents derrière. Très Je bien. vous ai dit, à l'administration, il y a des gens incroyables qui sont Alors, derrière. monsieur le bâtonnier, où est passé votre nœud papillon ce soir? C'est votre style vestimentaire. Vous avez choisi de venir sans nœud papillon. Pourquoi? C'est votre épouse qui... Demandez à Paul Maël. Ah, d'accord, c'est lui qui décide. Nous arrivons au thème de cet entretien, monsieur le bâtonnier. Comment vous l'avez trouvé? J'ai trouvé très bien, très informative, incisive, mais surtout très décontractée, tel que je vous connais. Et je vous félicite de cette initiative et je me mets à votre disposition de revenir quand vous le voudrez. Que dites-vous de B-News One? Le tam-tam du continent? Ben, écoute, je le découvre parce que moi je vous connaissais ailleurs. Je le découvre, n'est-ce pas, avec l'invitation qu'on m'a fait parvenir Paul Maël, qui a, je dois dire, maintenant, il est maintenant le conseiller spécial chargé de la communication. Donc tu vois, nous bougeons et on fera bouger le pays. Très bien. Et par honnêteté intellectuelle, je voudrais exprimer ma profonde gratitude à Paul Maël. Croyez-moi, vous avez beaucoup de chance d'avoir un collaborateur comme lui. Il est poli, il est avenant, professionnel Surtout. et toujours à l'aide. Je remercie toutes les équipes techniques et de rédaction et particulièrement le directeur général Ernest Obama. Tout ce beau monde m'a aidé à la préparation de cette émission. Encore merci, monsieur le bâtonnier. Ben, c'est moi. Rendez-vous jeudi prochain pour un autre invité, mais ne manquez pas le rendez-vous de Les Églisiens demain 10h-12h et le club dimanche à 10h30. Ernest Obama parlera à la fois de la gouvernance, de la décentralisation et même de l'état de droit. C'était un plaisir. Au plaisir à vous.